Extra, merci beaucoup Lisa. Donc, merci à vous d'être là en petit comité. Je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter, tiens, je vais déjà me présenter quand même brièvement avant de vous présenter ce workshop qui s'appelle Dream Team, comment monter votre équipe commerciale. Donc moi, je suis Maxime Paris, je suis un expert et mentor de l'incubateur HEC depuis maintenant 4 ou 5 ans sur les thématiques BizDev. Donc j'interviens régulièrement sur des problématiques de lead generation, de vente, de closing ou de structuration d'équipes commerciales. Pour moi, à titre perso, je suis BizDev depuis que j'ai 19 ans. J'ai côtoyé des plateaux commerciaux comme Xerox. On faisait de la vente en cycle court sur les TPE, des PME. J'ai fait du Mars Chocolat. Donc, je gérais des portefeuilles clients Carrefour, Auchan, Leclerc. J'ai fait de la belle startup scale-up. À l'époque, ça s'appelait Companeo, une boîte de marketing. On était sur un plateau de 50 sales. Je suis tellement accro de BizDev que j'ai créé une boîte et je suis le fondateur d'une société qui s'appelle mybizdev.io et qui vend des bizdev. Donc voilà. Le bizdev, c'est mon seul et unique sujet. Mais sur celui-là, vous pouvez y aller. J'ai même bizdev tatoué quelque part sur le corps. Et celui qui trouve la partie de mon corps avec le tatouage gagnera une journée d'office hour gratuite au tarif Non, 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 non. préférentiel de 0 € à la place de 1500 Ça euros. marche pas comme ça. Coaching gratuit. Ah merde, un point de faire ça. Ok. Bon, cool. Et c'est quoi en fait ce pitch là sur Dream Team? Moi, ça fait plus de 15 ans que je fréquente des services commerciaux. En tout cas, il y a une particularité que j'ai vue dans toutes les boîtes B2B aujourd'hui qui cartonnent. Toutes les boîtes B2B qui cartonnent ont un service sales qui cartonne. L'un ne va pas sans l'autre. Si on prend un peu les grosses scale-up parisiennes pour donner des exemples que les gens connaissent, on peut se donner quoi? Tiens, Aircall. Tout le monde connaît Aircall, valorisé un demi-milliard. Jonathan, le fondateur, est complètement, depuis le premier jour, galvanisé par les sales et les équipes commerciales. Et ça se ressent au sein de son équipe. Il a vraiment pu, avec ça, monter une Dream Team. Du moment où on monte un plateau de sales, c'est ce qu'il faut voir, c'est que notre vie à nous en tant que bizdev, c'est généralement une vie de classement. Souvent dans toutes les boîtes, sur les discours corporate, on se dit ouais mais moi j'ai que des tops, les meilleurs, etc. C'est pas vrai. En fait, dans chaque boîte, vous avez forcément des classements où vous allez avoir des tops et vous allez avoir aussi des mecs en bas. C'est comme ça. C'est ça la vie d'un plateau commercial. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la fourchette des tops, vous allez avoir peut-être 10% des mecs qui vont faire 30 à 40% du chiffre. Et en fait, ces mecs-là ont des bonnes pratiques. Et c'est ces pratiques-là que je voulais vous montrer sur ce workshop Dream Team pour vous donner les bonnes pratiques pour recruter et mettre en place votre équipe de sales. C'est un peu long l'intro, Lisa. Il faudrait peut-être que je fasse... Ouais, il faut la raccourcir un peu. Il faut que je la shortlist, quoi. Je partage mon écran. Et on y va, on fonce. Je veux bien, tiens, dans le chat, on avait un de nos membres qui nous avait mis qu'il avait une équipe de sales avec un alternant. Ma question était peut-être pas forcément accessible. Je veux bien que tu aies dans le chat, tiens, le nombre de personnes de votre service commercial. Si c'est vous en tant que CEO qui faites le sales, mettez juste 1. Et puis mettez-moi un petit chiffre, ça peut être 1, 2, 3, 4, 50, 200. Ça me permettra de personnaliser ma présentation et de vous mettre dans l'ambiance. Ok. Ne crois pas, Lisa, que je ne sais pas me servir de Zoom. Hein. Ça fait 1 an et demi que je suis sur ce logiciel. Hein. Alors là, non. Tu nous as laissé t'inscrire le nombre de personnes sales qu'ils ont dans l'équipe pour te laisser à toi le temps de partager ton écran. Tu arrives? Non. En fait, ouais, mais je ne vais pas partager mon écran. J'aurais bien rentré le PDF, moi, pour continuer à voir vos questions et vos visages, là. Et s'il faut, tant pis, je vais partager l'écran. En tout cas, les réponses sont très variées. Je dirais qu'on a 40% de 1. Et non, même plus, mais c'est entre 1 et 4. Ouais, entre 1 et 4. Extra. Dream Team BizDev. Donc là, on va en 35 minutes traverser plusieurs points. Moi, je vais vous parler en fait de 4 warnings où il faut faire hyper gaffe quand vous recrutez vos bizdev. On va parler des objectifs aussi quand vous aurez recruté, comment fixer les objectifs. Je vais vous donner des tips pour construire vos fiches de poste. Je vais vous donner des tips pour certifier les compétences techniques des bizdev, des tips pour l'onboarding, quelques matrices pour monter leur prime variable et quelques idées après d'animation commerciale. Donc en gros là, on va survoler en quelque sorte la fonction d'un directeur commercial en quelque sorte. Warning sur le recrutement.
Donc c'est vrai que mon intro était très longue, mais je vous ai pas présenté MyBizDev. MyBizDev, c'est une société qui fait du recrutement de commerciaux pour les startups. Donc nous, au quotidien, on est amené à sonder entre 100 et 150 profils toutes les semaines. On certifie nos compétences et on les transmet à nos clients. Donc en fait, ce pitch-là, je vais vous donner là mon savoir-faire interne et je vais vous donner les cas d'usage que j'ai au quotidien. C'est quoi les warnings? Souvent, c'est des fausses bonnes idées. Souvent, on peut avoir des idées sur le papier, ça a l'air top, mais finalement, on se rend compte que peut-être que ça peut rapidement tourner en mayonnaise. C'est quoi les fausses bonnes idées? Ça, c'est la première. Un expert du secteur avec un portefeuille client. Moi, aujourd'hui, quand je fais des cahiers des charges dans le de recrutement de BizDev pour mes clients, j'ai souvent des demandes. On me dit, Max, tiens, j'aimerais bien quelqu'un qui a fait 3 ans dans une startup SaaS, confirmé, qui connaît déjà le secteur et qui a déjà travaillé avec le directeur marketing de CAC 40 et pourquoi pas qui a déjà un petit peu de réseau. Ça, je l'entends très souvent. En soi, c'est pas con. C'est pas con, avoir un expert du secteur avec un portefeuille client. Par contre, je mets souvent un warning sur ce truc-là, parce que ce qu'il faut voir quand on fait un recrutement, c'est que vous, généralement, vous allez avoir besoin d'intégrer chez vous des compétences de sales. Ça n'a rien à voir avec un portefeuille client. Si vous voulez racheter un portefeuille client, il faut racheter une entreprise. Il ne faut pas acheter un bizdev. En fait, les entreprises clientes suivent très peu leur commercial. Un commercial qui finalement, part quasiment jamais avec ses clients. Pas parce qu'il n'y arrive pas, hein, mais parce que finalement, on se rend compte que les clients sont quand même fidèles aux marques et aux organisations. Donc, n'essayez pas d'acheter un commercial pour son portefeuille client, parce qu'il ne va pas venir les ramener chez vous. Souvent, quand on se dit aussi, tiens, je vais prendre un expert du secteur chez un de mes concurrents et je vais le ramener chez moi, c'est un peu ça aussi l'idée. Souvent, c'est assez dangereux parce que je challenge les gens en leur disant, écoute, si la personne est bizdev dans ton entreprise concurrente qui est A, si elle va chez toi, chez B, oui, je sais que chez toi c'est mieux parce que vous êtes plus fort et vous êtes plus beau. C'est toujours comme ça de toute façon. Mais concrètement, qu'est-ce que tu vas lui apporter de plus? Pourquoi lui va remettre en question 3 ans de carrière dans la société A, alors peut-être qu'il pourrait faire des évolutions de poste pour prendre quasiment un poste identique chez toi, excepté que tu es plus beau et tu es plus fort. Attention, souvent, les gens, quand ils vont changer de job, ils aiment bien changer de secteur, changer d'environnement pour avoir aussi un changement de vie. C'est pour faire la même chose. Je vais vous dire, medley. Est-ce qu'il était vraiment top, ce commercial? À voir. On n'est jamais sûr. Et souvent, racheter aussi les profits des concurrents. Vous pouvez aussi tomber sur des gens qui peuvent être trop acculturés à des méthodes et à des fonctionnements qui sont différents des vôtres, et vu qu'ils pouvaient peut-être travailler pour des leaders sectoriels qui peuvent se transformer en monsieur je sais tout, très dangereux dans vos équipes. Donc à prendre avec des pincettes. 2. Je vois souvent des startups early qui commencent early stage, donc en phase de démarrage avec des petites équipes. Donc mine de rien, c'est un peu votre cas de figure. Une petite équipe, c'est quoi? C'est de 1 jusqu'à 6, 7, 8 personnes. Ils me disent, Max, voilà, là, faut qu'on se lance au commercial, on est à fond, le produit il est prêt, l'équipe marketing elle est là, on est chaud. J'aimerais bien un jeune là, faut que ça colle quoi, un profil Wall Street. Souvent, j'ai envie de dire, ouais, ok, pourquoi pas. Mais attention au profil Wall Street. Vous, dans votre service commercial, vous allez avoir 2 phases distinctes. Vous avez la phase où vous avez un gros plateau, je sais pas, moi, on peut prendre Doctolib, Aircall, etc. Eux, sur des gros plateaux où vous avez 20, 30, 40, 50 sales, c'est très facile d'attirer des profils Loot Wall Street. Pourquoi? Parce que on a une animation commerciale, on a des business models qui sont éprouvés avec des historiques de vente et on peut faire des packages de rémunération variable où les gens savent que c'est atteignable, ou du moins il y a un historique et ça a été éprouvé. Et les commerciaux entre eux, on se crée une sorte d'émulation où ils vont avoir un esprit compétitif et ça, ils vont en fait le créer entre eux. Et généralement, c'est ces plateaux-là qui vont attirer les loups de Wall Street. C'est des mecs, ils arrivent, ils ont un téléphone en argu et ils déroulent. Attention, parce que vous qui commencez votre service commercial, vous n'en êtes pas encore là.
Souvent, c'est le début de l'aventure. Souvent, il y a encore un peu de process à monter, il y a encore un peu d'itération à faire. Et généralement, les profils loups de Wall Street ont du mal à s'intégrer encore dans des petites équipes commerciales. Pourquoi? C'est pas que c'est des profils divas, mais il n'y a pas encore les argus, les primes, c'est pas encore éprouvé. Donc oui, on leur vend le projet de capacité à itérer, arriver au début de l'aventure, mais ça arrive très souvent que finalement ils sont dans un environnement où ils se retrouvent à être pas si agiles que ça, et ça peut être compliqué de les faire vendre. En plus, souvent dans la vision loup de Wall Street, vous avez un plateau de sales qui est déjà taylorisé. Chacun a son rôle, quoi. Vous avez celui qui fait la prospection avec les calls, celui qui fait les ventes, celui qui fait customer success et l'account management. Alors que vous, au début de l'aventure, généralement, vous avez plus besoin de personnes qui peuvent être quand même multifacettes, c'est-à-dire faire tout le cycle de vente. Et donc, on va avoir des gens qui travaillent encore en mode projet. Et c'est peut-être encore ceux-là qui seront les meilleurs au début de l'aventure. Troisième warning en recrutement, un junior stratège. C'est quoi le junior stratège? C'est bah tiens Max, c'est le premier bizdev, je vais prendre un junior et je compte sur lui pour itérer la stratégie commerciale, la mettre en place et s'il est bon, il pourra avoir un poste de manager. Attention, un junior ne pourra jamais mettre votre stratégie commerciale en place. C'est pas son rôle. Donc si vous prenez des profils juniors, et souvent c'est une très bonne chose, hein, faut commencer par là. Souvent, ça commence par déléguer d'ailleurs les tâches de prospection, mais préparez bien en amont tous les process commerciaux, soit vous, en tant que fondateur ou dirigeant, soit vous pouvez vous faire coacher avec quelqu'un qui va mettre les process en place, mais pour que le junior se sente tout simplement accompagné et suivi dès le début de l'aventure. Le jetez pas dans la fosse au lion en pensant qu'il aura le recul pour mettre en place des process, même s'il est plein de bonne volonté. 4. Le directeur commercial sans équipe. Ce cas d'usage-là aussi, on le voit très souvent, où on a des fondateurs qui se disent, ils ont envie de complètement déléguer les sales. Et ils se disent, un peu à l'inverse du junior stratège, hein. Là, je vais prendre un mec hyper capé, profil Diaco, il va monter mon service commercial, je lui laisse tout et je lui donne la baraque. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que les profils Diaco, en phase de démarrage, ça coûte cher. Un Dirco, c'est 70, 100 K de fixe, plus vous pouvez rajouter 10 à 30 K de variable. Si c'est un vrai directeur commercial, hein. Ça, c'est des packages, donc ça coûte cher. Un directeur commercial, il faut bien aussi comprendre son rôle dans une organisation. Un directeur commercial a 3 fonctions. Il a la fonction de recruter, il a la fonction de former des commerciaux, il a la fonction de manager. Un directeur commercial, ça sert à ça. Ça sert à construire et à manager des équipes. Donc, en fait, un directeur commercial qui arrive finalement en premier bizdev dans une boîte et son objectif, c'est de faire des ventes, il fera pas un boulot de directeur commercial. Donc attention à ça. Des gros profils sont pas faits pour faire des ventes, même si l'aventure est sexy. S'il vous faut des ventes, il faut prendre des vendeurs. Donc une fois qu'on a vu ces warnings-là, on peut se dire, tiens, pour faire des ventes, il nous faut des vendeurs. Donc c'est pouvoir se définir les objectifs aussi de votre recrutement. Et les 2 questions qu'il faut se poser, c'est il faut que ce soit hyper opérationnel, il faut que ce soit à l'instant T. C'est pas de se dire, tiens, l'année prochaine, on va être là, donc l'objectif, il faut que ce soit ça, il me faut quelqu'un comme ça. C'est moi, demain, dans mon organisation, si j'ouvre un poste, j'ai besoin de quoi? Est-ce que j'ai besoin de faire des leads? C'est-à-dire, là, je parle, on avait quand même plus des petites équipes commerciales. Ça veut dire que moi, en tant que fondateur, j'ai prévu encore de rester le meilleur vendeur. Néanmoins, j'ai plus le temps de faire de la prospection, c'est chronovage, c'est dur et c'est chiant. Donc, je vais prendre une première personne qui me fait du lead. Et moi, en tant que fondateur, je vais rester le meilleur vendeur. Ou soit, j'ai besoin de vente, j'ai besoin de CA. Et on va prendre une personne qui est capable de faire du closing et du CA. Mais si on prend ça, il faut aussi avoir la capacité à livrer quelques rendez-vous, peut-être pour pas qu'ils partent de zéro. Donc je pense que vous devez définir très clairement avant de créer votre fiche de poste, c'est quoi votre objectif? C'est de faire des leads ou c'est de faire des ventes?
Et tout simplement, après, vous pourrez découler vos fiches de poste avec ce que j'appelle les facettes du métier de BizDev. BizDev, dans ma vision, dans notre vision, c'est un peu comme une sorte de diamant brut, c'est le noyau. Et un diamant, ça a en fait des facettes. Et dans ces facettes-là, nous, on avait découpé ce job-là en 8. Je vais détailler uniquement les 4 premières. Donc, on a la facette des sales. Eux, c'est les maîtres des techniques de vente pour closer des cycles de vente courts, donc des TPE, des PME. Tiens, on va se prendre un exemple. Doctolib, ils ont un plateau de sales. C'est des mecs qui appellent des médecins, qui closent des médecins sur des abonnements annuels. Boum, ça call, ça close. Sales. Gros hacker B2B. Ça, souvent, vous le voyez sous la définition SDR, sous les sites d'emploi. Les SDR, c'est ceux qui vont typiquement faire de la prospection, en fait, générer des opportunités d'affaires. Donc, leur métier, c'est quoi? C'est de faire des listes de prospects, c'est d'envoyer des messages, mail, LinkedIn, etc. Et après, c'est de faire des appels téléphoniques sur les gens qui ont cliqué pour détecter des opportunités. Ça, c'est gros hacker B2B. 3, corporate sales. Corporate sales, là, on va être sur un bizdev, mais à vocation grand compte, donc capable de faire des rendez-vous face à des C-level, des gens du CAC 40. Donc généralement, on va être sur des cycles de vente complexes. Généralement, ils vont vendre aussi des offres commerciales sur mesure, un peu comme des architectes. Ils vont construire avec le client, travailler en mode projet. Typiquement, ça c'est des propals où on va pas être sur on va pas être sur des petits montants. Ça peut être du 50, 100, 150, 200 K, et derrière il y a vraiment pas de limite. Et 4, on peut se dire account manager, c'est ceux qui vont gérer le portefeuille client. Je reste sur ces 4-là parce que c'est généralement les premières qu'on va intégrer sur son service commercial, notamment les 3 premières, sales, SDR ou corporate sales. Une fois qu'on a défini les fiches de poste, en termes de reporting, je pense que ça peut être intéressant de vous poser une question vraiment essentielle, c'est celle de la performance commerciale et de mettre un chiffre en termes d'attente. Souvent, on a une question qu'on se pose régulièrement. D'accord, j'ai défini mon objectif en termes de chiffre d'affaires, de vente ou de lead. Mais derrière, il faut y mettre une somme, il faut y mettre un prix, il faut y mettre aussi une temporalité pour se dire, tiens, est-ce que ce recrutement on est dans les clous, combien de temps on se donne, etc. Et souvent, en fait, la performance commerciale, on peut la piloter au trimestre, ça fonctionne bien. Et moi, le KPI que je vais monitorer en fait sur un trimestre, c'est tout simplement la rentabilité du BizDev. C'est combien il me coûte, coût global. Donc, si c'est un freelance, vous additionnez les factures pour ceux qui commencent comme ça. Si c'est un salarié, vous faites salaire chargé, enfin vraiment le coût global du BizDev. Et ça, derrière, vous le divisez par votre KPI business. Ça peut être le CA, mais ça peut être la marge. Enfin, votre chiffre qui vous permet de calculer la renta. Et en fait, ce truc-là va vous donner une sorte de, enfin pas une sorte, ça va vous donner un coefficient multiplicateur et ça va vous permettre de piloter le BizDev. Généralement, quand on monte un service commercial, on peut jouer de la perf sur 5 leviers. Déjà, le premier palier qu'il faut atteindre rapidement, c'est x1. C'est tu me rapportes autant que ce que tu me coûtes. Ça, c'est déjà la première étape qui est vraiment moteur. C'est là où la personne permet de s'autofinancer. Suivant votre cycle de vente, hein. Si c'est des cycles de vente courts, ça peut être dès le premier mois. Si l'onboarding est bien fait, s'il y a un peu de matière, etc. Ou des fois, suivant les business, ça peut durer un trimestre. Moi, chez MyBizDev, on avait 3 BizDev. Ils avaient un trimestre pour être rentable. Mais on avait acquis que le premier mois, c'était pas rentable, mais c'était normal. On avait défini en fait la roadmap comme ça. Généralement, un BizDev commence à être intéressant quand il fait pair x3, qui rapporte 3 fois plus que ce qu'il coûte. Et généralement, on peut aussi dire qu'il commence à être top performer quand il fait x5. Et le calcul est plutôt simple, hein. En fait, ça se définit en fonction même, ça s'explique facilement, en fonction des services de la boîte, hein. Donc, tu fais x1, tu te rembourses toi, donc tu rembourses le service commercial. x2, tu me dégages du budget marketing. x3, ça part chez l'équipe produit. x4, on va se créer l'équipe Customer Success. Et x5, la direction part en vacances. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses x5. Et en fonction de ces objectifs, de ces facettes métiers et de ces KPI, là, vous allez pouvoir après vous construire des fiches de poste.
Là, je vous ai fait un screenshot d'une petite partie de comment je crée moi mes fiches de poste sur MyBizDev. Aujourd'hui, on connaît tous la fiche de poste classique qu'on peut voir sur Welcome to the Jungle ou même sur d'autres job boards. Ces fiches de poste-là servent à faire de la marque employeur. Donc, on y raconte l'histoire de la boîte, les valeurs, des photos, des vidéos, et franchement, c'est top, hein. Ce site, il est vraiment top. Et à la fin, par contre, on a une sorte de to-do list qui sera le futur métier du sales. Et des fois, là, je vois un peu la compétition de celui qui a le plus d'idées, qui met le plus de bullet points pour, je sais pas, en quelque sorte, valoriser une sorte de... des fois, on dirait que plus on a, mieux c'est, quoi. Donc, on peut itérer la stratégie des prospects, faire des calls de prospection, faire les propals, aider la direction, s'occuper du portefeuille client, générer des leads par des logiciels. On a vraiment, en fait, une grosse tartine. Et une fois que le business, des fois, arrive en poste, finalement, il se rend compte qu'il a deux choses à faire des leads et faire des calls sortants de prospection, quoi, quand c'est des fiches de prospection. Et que finalement, dans ces 12 bullet points qu'il avait sur la fiche de poste, ils vont en faire que deux, quoi. C'est faire des listes et faire des calls. Moi, ce que je vous conseille quand vous faites des fiches de poste, c'est de typiquement décomposer des semaines types avec en fait des tâches qui sont claires, que les gens ont une bonne vision, les candidats, pardon, de ce qu'ils vont faire au quotidien. Donc, vous voyez, moi, je les travaille en pourcentage où 20% égale une journée. Il y a 5 jours dans une semaine. Et si on prend la fiche de gauche, on a un business développeur, voilà, 60% de son temps, donc 3 jours par semaine, il s'attend à faire de la vente. Donc, en fait, il aura 3 jours par semaine où il aura des rendez-vous, des démos posés sur un agenda, et il va faire des rendez-vous clients. Il a un jour par semaine où il fera que de la prospection sortante. Il a une demi-journée par semaine où là, il fera de la génération de leads. Donc, il faudra qu'il s'occupe de ses listes, d'envoyer ses messages, etc. Et encore une demi-journée où cette fois-ci, stratégie commerciale à vision CRM, reporting, itération et feedback. Donc là, typiquement, sur la fiche de gauche, j'ai une fiche de poste un peu d'un sales qui ferait tout le cycle de vente. Il fait sa prospection et ensuite, il fait ses ventes. Donc là, on part d'un principe où on aurait une capacité à avoir quelqu'un qui, en faisant une journée de prospection, donc de call sortant, ait la capacité à se remplir 3 jours de sales. Une journée de sales, on fait quoi ça dépend des business, mais ça peut être entre 5 rendez-vous, si c'est des rendez-vous physiques ou un peu de téléphone, jusqu'à 8-10, si c'est des rendez-vous démo positionnés sur un agenda. Donc en fait, là, vous avez quelqu'un qui a la capacité à faire entre 15 et 25 rendez-vous semaine. Donc là, il faut voir que sur une fiche de poste, même comme ça, je pense qu'il lui faudra un petit peu d'aide si vous voulez maximiser sa rentabilité en termes de génération de leads. Parce qu'avec une journée de prospection, typiquement, il serait en sous-capacité pour remplir son agenda en termes de rendez-vous. Donc là, vous avez quelqu'un typiquement qui fait tout le cycle de vente, mais qui mériterait quand même d'être aidé par une ressource externe. À l'inverse, à droite, là, on a une fiche de poste de ce qu'on peut appeler les jobs de SDR, qui est full prospection. Donc là, c'est simple, hein, la moitié de la semaine, 50%, donc 2 jours et demi, on a quelqu'un qui va faire que des calls sortants. Et 40% de son temps, 2 jours semaine, il fera de la génération de leads, donc faire des listes de prospection, envoyer des messages, de l'automation, pour justement nourrir ces sessions de prospection. Et une fois de plus, on trouve la partie stratégie, 10%, reporting, etc. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, Lisa, dans le chat? Est-ce que vous avez des questions, tiens? N'hésitez pas à le stopper, hein. T'es bavard. Oh, t'as vu, je parle trop aujourd'hui, là, une vraie pipelette. J'ai quand même hâte de vous voir en physique, là. Moi, ça me... On va se refaire un je fais ma petite crise des webinaires, là. J'en ai fait 250, là. J'en ai marre des webinaires. Est-ce que quelqu'un a une question qu'il souhaiterait poser à Max? N'hésitez pas à lever la main et à monter directement avec nous. L'évaluation des compétences. C'est hyper dur, voire impossible. Je me demande si ce sont les mêmes process avec les grands comptes. Tu peux me la refaire, Lisa? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Jeff, je te demande si ce sont les mêmes process avec les grands comptes. Ouais, c'est une bonne question, Jeff. Tu vois, typiquement, en fait, les grands comptes, sur mes facettes métiers, j'aurais mis négociation. Mais oui, ça serait les mêmes process. Et je vais te dire, c'est que pour les grands comptes, surtout dans une boîte qui est en phase de démarrage,
c'est hyper important en fait de construire ça. Parce que généralement, quand on va partir sur le recrutement d'un CAM, d'un corporate sales, d'un grand compte, on va être sur des profils où si on les prend junior, ça commence à 45 000 de fixe. Et si on les prend confirmés senior, il faut pouvoir déjà aligner 60 000. Donc on y rajoute les variables, on rajoute au moins 20-25 K, donc ça fait 85. Et les charges, vous avez déjà des postes qui sont à 110 000. Quoi. Et les grands comptes, à ce prix-là, pour qu'ils aient leur rentabilité, typiquement, il faut avoir un volume d'activité où en termes de fiches de poste, ils doivent aller faire de la négociation. Des fois, je vois des startups qui partent de zéro. Donc forcément, quand on part de zéro, il va y avoir une grosse partie de prospection. Et des fois, ils prennent un peu comme le use case du directeur commercial, tu sais, sans équipe. Si vous prenez un CAM et que vous prenez le budget pour avoir un CAM, il faut que 60-70% de son temps, il puisse avoir un volume d'activité à être dehors, faire de la négo, aller voir des grands comptes, etc. Donc, faut pas qu'il se retrouve avec un agenda où on a 40% du temps à faire de la prospection parce que c'est pas rentable par rapport au coût d'un poste de CAM, en fait, tout simplement. Ça répond à ta question, Jeff, ou pas? C'est un peu comme le truc de vouloir déléguer trop vite. Le CAM, il faut vraiment le prendre quand il y a déjà un volume d'activité qui tourne, ou sinon, il faut le faire tourner avec un SDR, un alternant, un stagiaire, pour qu'il ait son binôme pour faire de la prospection. Ça ne veut pas dire qu'un CAM ne fera pas de prospection. Hein. Tu vois, la fiche de poste à gauche pourrait ressembler à celle d'un CAM. Moi, ça me dérange pas d'avoir un CAM qui, une demi-journée par semaine, prépare son plan de chasse et fait aussi une journée de prospection, ne serait-ce que s'il est en binôme, pour montrer l'exemple, prendre le lead, aider aussi son binôme, etc. Quoi. Tant qu'il fait au moins 3 journées en extérieur ou au bureau, mais en tout cas à faire des rendez-vous, derrière, on peut aller chercher une renta. Quoi. L'évaluation des compétences, partie clé. Depuis le temps que je suis sur des plateaux commerciaux, j'ai commencé à 19 ans, ça fait maintenant un peu moins de 15 ans, un peu moins de 15 ans, je ne suis pas si vieux que ça, que je suis sur des plateaux de sales. Franchement, il y a un truc que je peux vous dire, c'est impossible de juger un sales sur un entretien d'embauche. C'est impossible. J'ai vu tellement de mecs en entretien, ils ont l'air super et ils arrivent dans une boîte et finalement 2 semaines après ils sont plus là. À l'inverse, j'ai vu énormément aussi de candidats, ils arrivent en entretien d'embauche, je sais pas pourquoi ils tremblotent, machin, ils sont pas bien et peut-être que finalement ça aurait peut-être été eux en fait le meilleur élément. Des fois, j'ai des gens qui me disent ouais mais Max, un sales, un bizdev, ça doit savoir arriver, se présenter. Moi, je me projette comme s'il me vendait mon produit, etc. J'ai envie de dire oui, c'est pas une mauvaise idée en soi. Mais le truc, c'est que quand un sales va en rendez-vous client et vend un produit, il vend une offre commerciale, il vend une équipe, enfin, il est détaché émotionnellement de ce truc-là. Quand il fait un entretien d'embauche, c'est différent parce que là, il y a sa carrière qui est en jeu. Et en fait, il se vend lui personnellement. Vous pourrez peut-être trouver ça contre-intuitif, mais les gens ont énormément, peuvent avoir, pas tous, justement, c'est l'inverse avec le binôme, mais peuvent avoir énormément de mal à se vendre, à voir. Et d'un côté, on cherche pas un sales qui sait se vendre, on cherche un sales qui sait vendre. Ça, c'est l'idée. Et donc, pour l'évaluation des compétences, pourquoi je vous ai mis le truc du stylo? C'est juste qu'aujourd'hui, on voit encore, peut-être beaucoup trop, des entretiens d'embauche où des gens font des cas d'usage à faire vendre des stylos à la loup de Wall Street. C'est terrible. Ça sert à rien. C'est qu'une dose de stress pour le candidat. Vous pourrez jamais juger de la véracité de quelqu'un à vendre en lui faisant un cas d'usage de vente de stylos. Même organiser en entretien des simulations de vente avec, vous savez, Thierry ou Jean-René qui se met dans une pièce à côté et qui fait le faux prospect. Généralement, c'est que du fake. En termes de simulation, c'est aussi nul. Prendre votre produit pour faire une simulation pour voir comment il le vend, c'est aussi nul parce que la personne n'a pas été onboardée, formée pour vendre votre produit, votre service. Donc, vous allez être que sur du freestyle. Vous n'allez pas vraiment pouvoir sonder ses compétences sales. Là, je vais vous montrer un exemple de scorecard pour faire les compétences sales qu'on utilise chez MyBizDev. Pour vous donner un niveau de détail, nous, tous nos candidats, on les teste sur 3 épreuves chez MyBizDev. 1, c'est la prospection téléphonique, c'est une épreuve d'une journée. 2, c'est
le mailing automatique avec l'écriture de séquences. Et 3, c'est la construction de fichiers de prospection. Donc, typiquement, on a des candidats qui, toutes les semaines, font des épreuves de call call. Toutes les épreuves, on les met en situation réelle. Il n'y a qu'en situation réelle qu'on peut voir la vraie agilité commerciale d'un BizDev. Du moment où on le fait en situation réelle, il faut que vous, dans votre test, par contre, il y a un peu de préparation parce qu'il faut que votre candidat, la veille, ait déjà des ressources sur le projet, sur ce qu'il va vendre, peut-être pourquoi pas aussi des argumentaires pour qu'il puisse en fait se préparer et vraiment commencer ce test dans les meilleures conditions. Il faut qu'aussi, si vous faites un test du coup dans ces eaux-là, il faut pas un test qui dure sur un call parce que vous ne pourrez pas juger, c'est trop stressant pour le candidat. Il faut aussi qu'il prenne ses marques. Mais il faut un test qui dure au moins à minima une demi-journée pour qu'il puisse avoir un volume de call qui vous permette d'avoir votre matière pour l'évaluer. Et en termes de scorecard, je vous ai pris un lien d'un exemple concret. Vous voyez, quand on va sonder des candidats sur une session de call, déjà on évalue les KPI en fait du test. Donc là, j'ai un candidat, Bruno, sur sa journée de use case phoning, il m'a fait 217 calls. Il m'a eu 79 aboutis. Il m'a pris 0 rendez-vous. Voilà, au moins ça c'est clair. Donc là, même ça, on a une roadmap. Vous voyez, là, on a un candidat. Bruno, je le connais, mais pour donner un état d'idée, c'est un candidat en fait qui est junior. Et là, on voit deux choses. On voit un jeune qui a une capacité monumentale à avoir envie de travailler et à pousser des calls. Par contre, on voit clairement un jeune, là en tout cas en voyant les stats, qui n'a pas encore vraiment les techniques de vente pour poser des meetings. Mais par contre, je peux avoir un diamant brut parce que je vais vous dire, pouvoir passer 217 calls en une journée et prendre 0 rendez-vous, il faut déjà quand même être chaud, quoi. Donc maintenant, on va regarder les 3 calls. Nous, on écoute 3 calls typiquement que les candidats choisissent. Et pour un call, moi, je vais les évaluer sur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 critères qui sont clairement des techniques de vente. Je les entends ou je les entends pas. Et c'est hyper factuel. C'est pas lui, je le sens bien au téléphone et c'est un bon vendeur. C'est qu'en fait, j'ai 11 techniques de vente. C'est qu'il les fait ou il les fait pas, quoi. Sur le premier call, j'en ai 2 sur les 11. Donc, il n'y a pas de rendez-vous. C'est pas étonnant. Le deuxième, j'en ai 4 sur les 11. Le cinquième, j'en ai 5 sur les 11. Donc, en fait, tout simplement, là, ça me permet de faire une scorecard et de pouvoir évaluer mon candidat, mais avec des choses qui sont hyper factuelles. Ah bah tiens, on a l'emailing. Pareil pour l'emailing, vous voyez, avec ma grille de scoring. Et ça, c'était l'exercice pour le fichier de prospection. Voilà. Donc, vous voyez l'idée, quoi. Est-ce qu'on a des questions, Lisa, là? Je vous rouvre ma slide qui a été cachée par le zoom d'en haut. Quand vous allez commencer vos recrutements et vos intégrations, je vous conseille aussi de porter une attention toute particulière, surtout, si vous avez des juniors, mais pas que, sur l'onboarding et la formalisation de vos process, surtout si vous voulez faire des départs canons et que vous attendez du business developer qui puisse apporter des clients, donc avoir un retour sur investissement assez rapide. Je vais vous montrer un exemple d'un playbook d'onboarding. C'est un document interne que je pourrais vous envoyer si ça peut intéresser quelques-uns parmi vous. Typiquement, ce document d'onboarding-là, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la Bible du sales. C'est le playbook. Le sales playbook. C'est là où on va formaliser en fait tous les process. Il y a 2 niveaux pour faire ce playbook-là. Soit on en a déjà un, soit ça peut se préparer en amont du recrutement. Et c'est quelque chose qui peut se présenter au commercial qui commence chez vous, mais dès la première journée en fait. C'est son rendez-vous manager, ça va se passer avec ce playbook-là. Si c'est un début de service commercial et qu'il n'est pas encore construit, n'hésitez pas aussi à prendre cette trame pour la faire en format participatif avec ce BizDev. Théoriquement, pour faire un onboarding, quand j'ai passé ces slides-là, quand j'ai fait cet exercice-là,
la personne peut être autonome et au moins elle a compris où elle met les pieds, ce qu'on attend d'elle. Donc là, je vous le passe en flash. On va pas se décaler les slides, mais en flash pour que vous voyez qu'est-ce qu'on peut y mettre à l'intérieur. Donc ça commence par du basique. Quelle est la mission de ma boîte? Qui sont mes clients existants? Tous les documents de présentation qu'on a. Ça peut être des plaquettes, des one-pagers, des articles en ligne et tout ce qui nous rend légitimes. L'identification des enjeux. Pourquoi nos clients vont acheter notre solution? Aujourd'hui, quand tu vas commencer à travailler pour nous, ça va être quoi en fait? Tes cibles de clientèle, donc tes secteurs prioritaires et secondaires, les organigrammes au sein des boîtes. Tu vas devoir aller chasser qui? Top-down, c'est les top managers, donc ça peut être des dirigeants, des CFO, etc. Ou bottom-up, c'est les opérationnels, chargés de recrutement, sales managers, enfin vraiment vos organigrammes cibles qui peuvent avoir X noms différents. Maintenant, les job titles, vous regardez LinkedIn, pour un même métier, on peut avoir une liste non exhaustive de jobs à aller chercher. Là, on va pas. Et pourquoi? L'offre commerciale, chez nous, qu'est-ce qu'on vend? Les objectifs, avec ce qu'on avait vu avant, vous savez, la vision à droite, fréquence quarter, donc business plan, performance. Pourquoi pas aussi comment on va s'évaluer tous les mois, quel tableau de bord on va utiliser et quels sont peut-être les OKR, les 3 data clés qu'on va utiliser toutes les semaines pour faire un suivi et se faire confiance. Le cycle de vente, donc qui fait quoi dans mon service commercial et comment on se répartit les tâches. La big picture de mon process de lead gen, de sales, etc. Pourquoi pas se remettre, vous savez, les facettes métiers, ça c'était la fiche de poste. Les sources de prospection, donc où est-ce qu'on va aller chercher des prospects, qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on va devoir faire. Notre boîte à outils de sales, on peut même y mettre les logins, mots de passe à l'intérieur de ce book-là. C'est un détail, hein, mais un collaborateur qui court la première semaine après ses logins mots de passe et typiquement c'est des fois le genre de questions qu'ils osent pas poser et ils restent avec des outils où ils n'arrivent pas à se configurer dessus, donc tout peut s'écrire là-dedans. Et puis derrière, ça c'est pour la big picture, mais ça peut être vraiment un historique de savoir-faire où les gens peuvent démarrer avec des fiches persona, donc vos histoires clients. Il peut démarrer avec des scénarios d'email de prospection si c'est son métier qui sont déjà écrits. Il peut démarrer avec des messages de prospection LinkedIn si c'est un SDR. Il peut avoir dans son CRM des modèles d'email qui sont déjà écrits de relations en cours, de s'ensuit, de propositions commerciales, de relance, de closing qui sont déjà intégrés. Il peut avoir aussi un argumentaire qui est déjà écrit, qui commence de faire un call à comment on fait une découverte des besoins chez nous, à quel est le pitch de la boîte, le storytelling, comment on fait une démo, comment on onboard nos prospects et qu'on les sécurise, à présenter le prix de vente et closer. Vous pouvez préparer toutes ces petites choses-là à l'avance, quoi. Ça peut aller jusqu'à, voilà, c'est quoi une semaine type chez nous pour un sales, ou qu'est-ce qu'on attend de toi, voire peut-être qu'on travaille sur des journées type. Enfin, le playbook, vous voyez, c'est vraiment la bible du sales, où vous voyez ça ensemble, ça pose vraiment le cadre et les bases. Si vous êtes une petite structure, vous en tant que dirigeant, vous partez à vos affaires, il a ça, il peut se retourner, il sait ce qu'on attend de lui, et surtout, il peut commencer à bosser. Ce playbook-là, ceux qui mettent un petit mot dans le chat, là, je localise les noms et on pourra vous l'envoyer à la fin de ce fameux webinaire. J'ai mon zoom là qui me cache mon deck en haut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils sont tous intéressés pour le playbook. Cool. Il y a du bruit autour de moi, donc je me mute, mais n'hésitez pas à lever la main pour vraiment venir avec nous et nous poser vos questions, enfin poser vos questions à Max. De toute façon, on arrive bientôt sur la fin. Là, je vous garde encore 5-7 minutes pour vous montrer les 2 dernières choses. Donc, la première chose, je vous ai montré là 2 matrices qui pourraient être des idées de rémunération variable. Vous voyez, la première matrice que je vais vous détailler, c'est une matrice de rémunération variable qui met en avant, qui favorise l'acquisition client. Ça, c'est pour des chasseurs. C'est pour des chasseurs, généralement, j'ai envie de vous dire, facette métier sales, qui vont avoir des cycles de vente plutôt courts et qui ont la capacité de vendre dans le mois en cours. Là, vous voyez, ces primes-là de variables, j'ai mis une temporalité mensuelle. Après, vous pouvez mettre trimestriel, mais au moins, il faut qu'il y ait une temporalité. Et ça, c'est ce que j'appelle des primes variables où on va favoriser l'acquisition client sur le volume.
et pas sur la valeur. C'est-à-dire, c'est j'ai rentré un client, 2 clients, 3 clients, 4 clients, 10 clients, 15 clients ce mois-ci ou ce trimestre-ci, suivant votre business. Vous voyez, l'obtention des primes variables dans ce modèle-là commence à j'ai rentré 4 clients. Donc ça part d'un principe que le premier, le deuxième et le troisième client, bah en gros, tu es quand même un sales, ton métier c'est de rentrer ton client. Donc les 3 premiers, ça te rembourse ton salaire fixe et c'est pour la boîte. Les primes commencent à se déclencher au client 4. Après, bien sûr, tout dépend du panier moyen de votre LTV, lifetime value des clients qui va rentrer, quoi. Si vous fonctionnez en MRR, ARR, etc. Donc dans ce modèle-là, on a fait un calcul où chaque client en volume rapporte une prime de, si on prend le premier palier, de 115 €. Donc, vous voyez, si le BizDev fait 4 closings dans le mois en cours, il va gagner 460 €. Et en fait, on a une mécanique de palier où plus tu rentres de clients dans le mois en cours, plus ta prime par client rentré va monter. Donc, si tu en fais 5, chaque contrat te vale 135. Si tu fais 10, chaque contrat te vale 255. Donc, tu peux faire 2550. Ça, en fait, c'est temporalité limitée dans le temps. Avec des boosters palier par palier, ça favorise l'acquisition client parce que, en fait, tous les bizdev, tous les closings qu'ils font vont avoir une prime qui augmente si c'est rentré dans le mois en cours. Donc typiquement, ça favorise l'acquisition mensuelle de clients. Et tous les mois, ça repart à zéro. Ou tous les trimestres, si vous choisissez des trimestres, quoi. Donc ça permet de se booster un peu sur les derniers jours du mois pour être incisif sur le closing, etc. Pourquoi pas à droite, y mettre des échelles. Les échelles, on parlait newbies 1, 2, 3, 4, 5. On peut y mettre des échelles suivant votre produit et service. Si c'est un contrat qui dure un minimum 6 mois, ton newbies 1, ça vaut 1. Si tu vends un contrat test sur 3 mois, par contre, ça vaut 0,5. Un contrat test 3 mois, ça vaut pas un client. Si c'est une séance test, ça vaut rien, mais je te paye quand même 40 €. Ça pourrait être des leads au début, quoi. Peut-être au démarrage, tiens, j'ai déjà vu des clients, ils incentives sur les propales faites. Ceux qui sont sur des cycles de vente longs, ils peuvent avoir envie que leur bizdev déclenche des primes tout de suite, des rendez-vous qui finissent sur des propales avant même que ça close. Ça peut être 5, 10 € à la propale. Avec peut-être, si on fait de la propale et pas d'avente, au moins pour les premiers mois, mettre un capping, c'est-à-dire un budget qui est limité. Parce que l'objectif n'est pas non plus de valoriser des prises de devis, quoi. Donc, suivant votre business, vous pouvez mettre des échelles sur des rounds et caper vos mensualités. Des trucs qui paraissent simples, cons et qui sont quand même indispensables d'expliquer, c'est valider si facturé, paiement à M+1. C'est hyper important ce truc-là. C'est valider si facturé. J'ai déjà vu des fois des sales qui sont complètement pourris où ce truc-là était pas clair au début. Ouais, mais attends, j'ai rentré 6 clients, ma prime 7 ans. Ouais, mais sur les 6 clients, finalement, tu en as 2, les contrats, ils ont sauté avant le démarrage, quoi. Ouais, mais tu m'as dit signer, c'est signé. OK. Bon. Faites bien que valider si facturé et paiement à M+1, souvent ça vous permet aussi de sortir votre cash une fois que vous avez été payé pour pas financer des primes qui vous mettent dans un BFR négatif juste pour payer de la prime, quoi. Et c'est des choses souvent qui doivent être claires dès le début. Deuxième modèle, là c'est différent. On a un modèle qui est peut-être plus à vision account manager ou corporate sales, c'est pour favoriser la responsabilité du commercial à l'atteinte de ses objectifs long terme. Donc en fait là, on va être sur des primes annuelles ou quarter qui sont en fonction du pourcentage de réalisation de l'objectif. Voilà, tu me fais 100% de ton objectif, à la fin de l'année ou du quarter, tu gagnes 8K. Tu fais 120%, c'est 14K. Si tu fais 80%, ça mérite quand même rémunération, c'est 2K. C'est pas pour valoriser la non-réalisation de l'objectif, mais souvent les objectifs peuvent être fonctionner de manière ambitieuse et des fois un 80%, c'est quand même déjà très rentable pour les boîtes et ça peut être bien de miser sur ces commerciaux, sur la durée, etc. Surtout s'ils sont sur 10 grands comptes, quoi. Donc ça, c'est un deuxième modèle qui fonctionne comme ça. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'animation commerciale. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en interne, pour animer un service commercial. Un atelier du vendredi après-midi, le mur d'idées. Chaque sales accroche ses idées au tableau, ses besoins, et on débriefe sur ce qu'on peut faire.
Des journées closing. On voit dans des startups, tiens, les 2 derniers jours du mois, donc en semaine 4, c'est les 2 dernières journées où il n'y a plus de prospection, on fait plus de rendez-vous. C'est 2 journées qui sont dédiées qu'à rappeler les devis, les propositions commerciales qui ont déjà été faites, et on va les demander aux clients, oui ou non, on y va, on n'y va pas. C'est que des journées dédiées au closing. À l'inverse, on peut avoir des journées qui sont dédiées qu'à la prospection. Tiens, le mardi, on fait que de la prospection, tous ensemble. Et des ateliers de sales coaching, donc des doubles écoutes. Donc des doubles écoutes, c'est vous poser avec votre business développeur, soit en live, vous l'accompagnez en rendez-vous, soit vous prenez des enregistrements sur un logiciel qui permet de faire ça. Vous écoutez des calls et vous faites une grille à points, une grille d'amélioration. Ces grilles-là qui peuvent être en auto-évaluation. Le BizDev pourrait très bien se le faire tout seul et vous présenter ensuite ces points d'amélioration. Si vous avez une petite équipe, vous pouvez faire des simulations aussi de vente entre équipes. Tout ça vous permettra de faire du coaching. Donc voilà, Cubateur HEC, je vous ai montré de manière linéaire de haut en bas, mais un peu toute la fonction pour faire votre Dream Team commercial. Donc on a vu les 4 warnings. Attention, si vous avez ces bonnes idées en tête, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, c'est pas des mauvaises idées, hein. C'est des fausses bonnes idées. Donc ça a challengé après avec d'autres choses. On a vu, tiens, comment définir un objectif clair qui découle sur la définition d'une facette métier du business developer pour une méthode de reporting et ensuite qui arrive sur une fiche de poste. Donc en fait, ces 4 slides-là sont très liés dans votre déroulé. Ensuite, avec les candidats, comment évaluer leurs compétences, comment les onboarder, comment les rémunérer à la variable et comment les animer au quotidien. Donc voilà, c'était les bonnes pratiques pour la Dream Team commerciale. Et je peux répondre à votre question tout de suite et surtout, on pourra vous envoyer le playbook d'onboarding pour ceux que ça intéresse.